Salut à tous et à toutes mesdemoiselles, messieurs, dames, c'est Consalvatore pour vous servir et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle série, à savoir Crée ta config toi-même. Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle série? En gros c'est une petite série qui va durer très exactement 8 épisodes dans laquelle je vais vous montrer comment choisir vos composants pour créer vous-même votre config. Parce que oui, on est en 2016 et il y a encore beaucoup trop de gens qui s'achètent des PC gamers entre guillemets du commerce et qui coûtent beaucoup trop cher avec des composants complètement déséquilibrés. Et donc du coup, moi je vais vous montrer comment augmenter votre config vous-même pour pouvoir avoir une config équilibrée avec un bien meilleur rapport qualité-prix. Donc je l'ai dit, il y aura 8 épisodes. Le premier épisode, ce sera celui-ci qui portera sur comment choisir son processeur ainsi que son système de refroidissement. Et le dernier épisode, lui par exemple, portera plutôt sur comment créer une config en entier en live. C'est-à-dire que je vais je vais vous faire une création de config en live après tous les conseils que je vous aurais donnés dans l'épisode 1 à 7 pour chaque composant. Et puis je vous montrerai dans l'épisode 8, ce sera un petit débriefing qui permettra de vous montrer comment raisonner une fois qu'on a eu tous ces conseils pour pouvoir construire un PC gamer avec un certain budget donné. Voilà, et maintenant on va sans plus attendre, on commence tout de suite. Et alors on commence tout de suite par parler des deux marques de processeurs. Alors il y a deux marques, comme je viens de le dire, il y a Intel et AMD. Alors en gros ces deux marques sont concurrentes, mais actuellement Intel n'a très peu de concurrence de la part d'AMD, tout simplement parce qu'AMD est basé sur une architecture, donc l'architecture Pile Driver, qui date de 2012. C'est beaucoup trop vieux, et c'est pour ça que les gros processeurs AMD se font facilement rattraper par les petits processeurs Intel. En tout cas, c'est le cas pour du gaming, hein. Après dans d'autres styles de configuration c'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça que moi AMD actuellement, alors actuellement je dis bien on est en septembre 2016, je ne recommande absolument pas. Tout simplement parce que c'est trop vieillissant et puis que vous aurez pas de très bonnes performances en jeu comparé à Intel. Donc c'est pour ça que... Mais alors si vous voulez quand même connaître les gammes gamer qu'il y a chez AMD, il faut savoir qu'il y a la gamme APU, donc c'est des petits processeurs pas très chers de chez AMD qui sont vraiment pour les petits budgets puis qui ont un cœur graphique intégré à l'intérieur qui permet de mieux jouer, enfin qui permet de jouer à des jeux vidéo sans prendre de carte graphique dédié, ce qui est plutôt pas mal dans les très petits budgets. Ça c'est effectivement un cas où on peut prendre AMD. Et sinon il y a la gamme FX ou la gamme FX qui est en fait la gamme la plus utilisée pour les gamers, même si comme j'ai dit elle est beaucoup trop vieillissante, hein. Il faut savoir qu'il y a des FX4, 6 et 8. Les FX8 sont les gros FX avec 8 cœurs et souvent passé 4 GHz de fréquence. Mais par contre, il faut savoir que les petits i3, donc j'en parlerai un petit peu de la série Core d'Intel, les dépassent souvent en jeu. Mais ça, encore une fois, je le répète, c'est uniquement valable si vous êtes à peu près dans la même période que moi, à savoir là, on est en septembre 2016. Parce que en janvier, alors pas en janvier, en tout cas en début 2017, il va sortir la nouvelle micro-architecture d'AMD, enfin, à savoir la micro-architecture Zen, qui devrait corriger tout ce problème de vieillissance et qui pourrait enfin rattraper Intel. Et ça, c'est plutôt cool et je pense que je ferai une vidéo pour vous en parler lorsqu'elle sortira. Voilà. Mais donc du coup, pour cette vidéo, on va plutôt s'attarder sur Intel. Et donc pour la gamme, enfin plutôt les gammes des processeurs de chez Intel. Alors on a plusieurs gammes, les Celeron, les Pentium, les Core, les Xeon. Et donc dans tout ce fouillis, il faudrait savoir mais quelle gamme est la mieux déjà pour le gaming. Et ben pour le gaming, ce sont simplement la gamme Core ou la gamme Pentium qui sont pour les petits budgets en fait. Donc les Pentium et les Core. Pour ce qui est des Celeron, ce sont du très bas de gamme. Et pour ce qui est des Xeon, alors c'est des processeurs extrêmement chers qui n'ont pas plus de performance en gaming mais qui sont beaucoup plus adaptés pour des utilisations de type serveur. Donc là on va plutôt parler des Pentium et des Core. Donc une fois qu'on connaît les types de la gamme à prendre, en fonction de votre budget il va falloir choisir, mais est-ce qu'on prend du bas de gamme ou du haut de gamme dans cette gamme là, la gamme dans de la gamme, vous avez compris. Alors en gros, c'est vite vu. Pour les processeurs Core, déjà, il faut connaître un peu tout ça. Donc il y a les Pentium, et puis les Core, il y a les Core i3, les Core i5 et les Core i7. La différence, c'est beaucoup de choses. Déjà, le nombre de cœurs, la fréquence et le cache aussi, le cache L3. Mais il se trouve qu'en fait, ce n'est pas le cache L3 n'est pas ce qui sera le plus important, ou du moins ce ne sera pas ça qui va être vraiment un facteur de votre choix pour le gaming. En fait, pour le gaming, si vous voulez,
Ça sert à rien de regarder forcément tout le temps la fréquence. Bon, faut quand même que vous ayez une fréquence acceptable. Si vous voyez que c'est du 1 GHz, bon, il n'y a pas 1 GHz, mais si vous voyez que c'est vraiment trop bas, non, il faut en tout cas 3 GHz. Mais normalement, les processeurs d'aujourd'hui ont minimum 3 GHz. Et on s'aligne plutôt vers du 3,7, 3,8, voire 4 GHz dans les gros i7. Mais pour du gaming, en général, le must, c'est le i5. Enfin, le must. C'est-à-dire que c'est, en termes de rapport qualité-prix, le must, c'est le i5. Alors, si vous voulez, je vais déjà vous expliquer la différence entre tous ces i. Si vous voulez, c'est surtout la différence de corps. Et donc les cœurs qu'il y a dans un processeur. Donc les cœurs, ce sont des unités de calcul qui peuvent se calculer en même temps et qui sont importants lorsqu'on doit faire de gros rendus graphiques ou du montage ou l'encodage, ce genre de choses. Donc les i3, il faut savoir qu'ils ont 2 cœurs, mais ils ont 4 cœurs logiques. Ils ont une technologie qui s'appelle l'hyperthreading, qui permet en fait de forcer un cœur à faire 2 calculs comme si en fait ce cœur là en était 2. Ce qui fait que Windows détecte votre corps i3 qui a 2 cœurs comme s'il en avait réellement 4. L'avantage de ça, c'est qu'il va pouvoir faire démarrer certains jeux qui demandent automatiquement 4 cœurs. Et puis c'est aussi un avantage lorsque vous voulez faire du montage, car il faut savoir que quand vous voulez faire du montage, qui faire du gros rendu, plus vous avez de cœurs, mieux c'est. Et c'est justement ce qui fait la différence entre les i3 et les Pentium, c'est que les Pentium ont 2 cœurs, mais ceux-ci n'ont que 2 cœurs et 2 cœurs logiques. Ils n'ont pas d'hyperthreading. Donc les i3 sont pas mal pour faire des petits budgets, hein, ou même les Pentium, c'est vraiment pour les très petits budgets. Mais en général, dès que vous pouvez partir sur un i5, c'est vraiment les meilleurs en général dans le rapport qualité-prix pour le gaming. Donc les i5, eux, alors il y a 2 possibilités. Soit ils ont 2 cœurs, mais l'hyperthreading, c'est notamment le cas dans les PC portables. Soit ils ont 4 cœurs, mais pas d'hyperthreading, et ça c'est le cas pour les PC fixes. Et donc en général pour les PC fixes, juste là je dois prendre un PC fixe, eh ben, il faut prendre les i5 qui auront 4 cœurs mais pas d'hyperthreading. Il faut savoir que pour le gaming en général au-dessus de 4 cœurs ce n'est vraiment pas très utile, du moins pas encore. Il y aura des améliorations faites à partir de ça, notamment grâce à DirectX 12, ça sera à voir peut-être l'année prochaine, mais pour l'instant avoir 4 cœurs ce n'est pas forcément utile. Donc du coup on a les Core i5 qui ont très exactement 4 cœurs, ils ont un cache moyen, donc pas autant que les i7, et qui ont des fréquences assez honorables, hein, donc qui font, je crois, le i5 6600K par exemple, et dans les 3,6 ou 8 GHz, je ne sais plus. Mais en gros une fréquence assez honorable, et il faut savoir que pour le gaming, c'est souvent un must. Pour le cas des i7, alors les i7 si vous voulez pour le gaming, c'est dans 80% des cas je dirais pas utile pour le gaming. En fait si vous voulez le i7 n'apporte que l'hyperthreading en plus et plus de cache, et des fréquences un petit peu plus hautes. Mais en termes d'overclocking, je vais en parler de l'overclocking, après c'est un peu kiff kiff. Si vous voulez, les i7 eux ont toujours 4 cœurs, mais ils peuvent avoir, si on va dans les très gros i7, peuvent avoir jusqu'à 10 actuellement, je crois le plus gros i7 a 10 cœurs, et ils ont tous, absolument tous, l'hyperthreading, ce qui fait que l'ordinateur calculera votre processeur comme s'il en avait pas 4 mais 8, ou pas 10 mais 20, donc c'est assez énorme. Mais il faut savoir que dans un jeu vidéo, étant donné qu'on n'y a pas plus d'avantage d'avoir 4 cœurs actuellement, les i7 ne sont pas, et l'hyperthreading ne va pas être très utile. Il risque même des fois de faire perdre en performance sur certains jeux, parce que l'hyperthreading va forcer les cœurs, je vous ai dit, à faire double opération en même temps, et ça a tendance à ralentir, les cœurs. Et donc dans les jeux vidéo, il y a des fois des petites pertes, mais pas beaucoup, hein, mais des petites pertes des petites pertes de performance. Cependant, il faut savoir que dans certains cas, en gaming, le i7 peut être une option car il y a certains jeux, bon déjà avec DirectX 12, il devrait y avoir automatiquement une meilleure gestion lorsqu'on aura des bons jeux bien optimisés avec DirectX 12, une meilleure gestion des cœurs, en prenant des cœurs et des cœurs logiques, les threads, hein, dans l'hyperthreading. Et il devrait y avoir aussi, il faut savoir un truc, c'est que dans certains jeux un peu open world, où il y a beaucoup de PNJ à générer, c'est souvent le processeur qui est pris là-dedans, et le i7 peut être des fois avoir des performances un petit peu mieux que le i5, mais c'est dans quelques jeux. Il y a aussi un autre cas où le i7 peut être un avantage, c'est lorsque vous voulez faire un gros SLI. Parce que oui, il faut savoir qu'il faut toujours choisir un processeur par rapport à sa carte graphique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un bon équilibre entre le processeur et la carte graphique. Ou alors, vous pouvez prendre un processeur hyper puissant et une petite carte graphique. Ça marchera, mais ça sera un peu débile parce que vous aurez dépensé beaucoup trop d'argent.
Mais si par exemple vous prenez un gros SLI de 2 Titan X, il est souvent préférable d'avoir un i7, car ce genre de gros SLI tire beaucoup sur le processeur, et puis là effectivement les i7 sont souvent plus puissants. Mais en général, pour le i5, dans 80% des cas, dans le gaming, pour 80% des cas, le mieux c'est le i5. Maintenant il faut faire gaffe à deux choses. Les i5, ils ont des générations, enfin les Intel Core ont plusieurs générations en fonction de leur architecture. Actuellement, la dernière architecture de ces Intel, c'est Skylake, et c'est la 6ème génération. Et ça, c'est marqué quand on a par exemple les Intel Core i3 6100, les i5 6600K ou les 6700K des i7. Donc c'est les 6000, c'est la 6ème génération. Aujourd'hui, il faut éviter de prendre la 4ème génération, hein, qui est toujours très bonne mais qui ne sera pas très évolutive car elle fonctionne sur un autre socket. Mais ça, j'en parlerai lorsque je parlerai de la 4 mère. Donc du coup, pour un i7, pour un i5, en général, il faut quand même vérifier que ce soit un i5 de génération 6. Et puis il faut savoir que d'ailleurs dans la fin d'année ou début d'année prochaine, je sais plus, il devrait aussi y avoir une nouvelle génération qui va sortir, qui sera la génération Kaby Lake et qui sera de 7ème génération. Mais qui ne devrait, à mon avis, pas apporter beaucoup de performance en plus, mais je ferai une vidéo aussi là-dessus, voilà. Et donc du coup, il faut vérifier la génération et que ce soit bien la dernière, c'est quand même mieux, c'est plus évolutif. Et il y a aussi un facteur à prendre en compte, c'est est-ce qu'il y a un K à la fin du numéro du processeur. Par exemple, il y a le i7 6700 ou le 6700K. Qu'est-ce que ça veut dire ce K en fait veut dire qu'il est overclockable, c'est-à-dire que vous pouvez pousser, j'en parlerai aussi un petit peu de l'overclocking, mais vous pouvez augmenter la tension qui sera à l'intérieur de votre processeur pour lui augmenter ensuite sa fréquence, parce que je vous rappelle qu'il y a une fréquence en gigahertz, et vous pouvez pousser des processeurs jusqu'à 4,8 GHz si vous avez des bonnes cartes mères, une bonne alimentation, et que vous savez ce que vous faites. Et s'il n'y a pas le cas, vous ne pourrez pas le faire, ou du moins très difficilement, et ce sera absolument pas rentable et même un peu dangereux. Donc c'est vraiment alors chez AMD il n'y a pas ce problème, normalement tous les processeurs sont overclockables. Certains le sont mieux que d'autres, mais en général tous les processeurs sont overclockables. Tandis que chez Intel, certains ne le sont pas, ce sont ceux qui n'ont pas le cas. Donc si vous voulez un processeur overclockable, vérifiez qu'il y ait un K à la fin. Voilà. Et je crois que j'ai tout dit pour ce qui est des processeurs. Donc voilà, vous savez maintenant comment choisir un processeur. Donc pour rappel, pour le gaming, en général, le must c'est un i5. Mais si vous voulez vraiment des grosses configs, ou alors si vous voulez faire un petit peu du montage, alors j'oublie un truc. Mais évidemment, les i7 avec l'hyperthreading sont bien mieux pour ce qui est du montage. Si vous faites du montage à côté, prenez un i7. Si vous faites du streaming, donc vous avez de l'encodage à faire en même temps que vous jouez, prenez un i7. Si vous voulez jouer à de gros jeux open world ou alors ou alors vous voulez que votre config soit très évolutive, prenez un i7 aussi. Donc voilà, il y a pas mal de cas qui font qu'on peut quand même prendre un i7 pour du gaming. Mais en général, le i5 est une bonne recommandation et actuellement l'un des processeurs les plus utilisés pour le gaming, c'est le i5 6600K, overclockable facilement jusqu'à 4,6 GHz en tout cas. Et c'est un très bon processeur pour le gaming, qui fonctionne même avec une Titan X, il n'y aura aucun souci, il fonctionnera très bien. Et donc maintenant je fais un rapide petite entrevue sur les systèmes de refroidissement. Parce que vous savez, si vous voulez overclocker votre processeur, vous aurez besoin d'avoir un plus gros système de refroidissement. Et vous devez obligatoirement en avoir un de toute façon sur un processeur, c'est obligatoire. Alors certains processeurs sont livrés avec un petit système de refroidissement pas très efficace et un petit peu bruyant, mais qui fait quand même son taf. Et sinon, certains ne le sont simplement pas livrés avec, et donc du coup, il faut vous en acheter un à côté. Donc pour les systèmes de refroidissement, il y a deux écoles. La première école, c'est le air cooling, et l'autre côté, c'est le water cooling. Le air cooling, en fait, c'est avec de l'air. C'est avec ce qu'on appelle un ventirad. Donc un ventirad, c'est quoi? C'est un mélange entre un radiateur qui va dissiper et un ventilateur qui va envoyer l'air chaud, qui va envoyer la chaleur à l'arrière du boîtier ou alors vers le haut du boîtier. Ça dépend comment vous montez votre config, voilà. Et donc du coup, on va d'abord parler des ventirad. Donc déjà les trois bonnes marques de ventirad à connaître, il y a Be Quiet, Cooler Master et Noctua. Ce sont trois bonnes marques qui font de bons ventirad. Et puis si vous voulez overclocker, il va falloir prendre un gros ventirad. Vous pouvez prendre des petits. Souvent les Be Quiet Pure Rock ou les Cooler Master TX3 Evo, ce sont des petits ventirad qui sont pas mal pour avoir un ventirad un peu mieux que celui d'origine et un peu plus silencieux. Mais si vous voulez overclocker, mieux vaut partir sur des gros Noctua ou alors par exemple un gros Be Quiet Dark Rock 3 qui sont vraiment des gros ventirad et qui coûtent un petit peu plus cher, mais qui fonctionnent mieux en overclocking. Ensuite,
pour ce qui est du water cooling. Alors water cooling, là on a aussi 3 marques, à savoir Corsair, Cooler Master et NZXT. Alors il y en a d'autres, mais c'est celle que je connais le plus et puis qui sont on va dire un peu plus les répandues, hein, les Cooler Master Neptune ou alors les Corsair H et puis les NZXT Kraken. Souvent c'est des gros ventiladeurs. Alors les gros water cooling, pardon. Faut savoir que les water cooling coûtent beaucoup plus cher en général que les ventirades, mais par contre sont extrêmement performants. Surtout pour ce qui est de l'overclocking, hein. C'est pas vraiment utile d'avoir un water cooling si vous voulez pas overclocker. Par contre, il y a aussi un effet de style, hein. Un water cooling c'est beaucoup plus stylé. Alors là, à noter que là je parle actuellement de water cooling AIO, donc all in one, c'est-à-dire des water cooling tout en un. Il y a aussi les water cooling custom, mais ça je ne suis tout simplement pas assez connaisseur pour vous en parler. C'est en général plus pour le style et puis ça coûte un peu plus cher, mais c'est très joli quand on voit des water cooling custom dans des configs. Mais là je vais plutôt vous parler des AIO qui sont très bien pour l'overclocking. Donc il faut savoir qu'il y a une idée reçue aussi pour les water cooling. Une fois ça fait moins de bruit parce que c'est juste de l'eau, mais en fait non, il y a quand même un ventilateur qui va tourner sur un radiateur où il y a de l'eau qui passe, donc ça fait à peu près autant de bruit qu'un qu'un ventirad, voilà. Donc voilà, et puis faut savoir choisir entre l'un et l'autre, ça dépend de votre budget, ça dépend si vous avez du style, mais surtout ça dépend si vous voulez overclocker. Si vous voulez pas overclocker, je vous dis tout de suite, avoir un water cooling c'est pas forcément très utile. Par contre, si vous voulez overclocker, ça peut être utile, ou alors vous prenez un gros ventirad qui sont un peu moins chers, mais un peu moins stylés, parce que c'est souvent gros et moche, mais ça dépend vraiment de ce que vous... C'est vraiment un peu préférence, quoi. Moi, personnellement, actuellement, je suis sur du air cooling, je vais peut-être passer sur du water cooling, mais c'est assez kiff-kiff. Donc voilà pour ce qui est des systèmes de refroidissement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, hein, un petit commentaire, un petit partage. Voilà, et surtout le commentaire, c'est assez important pour moi car j'aime bien qu'on critique un petit peu de manière constructive pour qu'on me dise comment je pourrais m'améliorer. Et du coup, voilà, et j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et puis je te donne en attendant rendez-vous pour mon prochain épisode qui se portera sur comment choisir une carte mère. Allez, salut!